Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télé Sud. Voici les titres à la une de l'actualité. Au Malawi, au moins 66 personnes ont été tuées par le retour du cyclone Freddy en Afrique australe, suivant une trajectoire en boucle rarement observée par les météorologues. D'après les bilans provisoires, on dénombre plus de 2000 personnes touchées par la catastrophe. 4 mois après l'accord de paix entre l'armée éthiopienne et les rebelles tigréens, la situation dans la région est désastreuse pour l'ONG américaine Save the Children. Elle estime que la reconstruction des écoles et des hôpitaux est la priorité numéro 1. Et après une visite de 3 jours dans l'est de la RDC, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à des négociations pour mettre fin aux violences tout en condamnant le Rwanda, accusé de soutenir le M23. Nouvelle catastrophe naturelle au Malawi et au Mozambique. Au moins 66 personnes ont été tuées, 93 blessées et 16 disparues au Malawi par le retour du cyclone Freddy en Afrique australe. Il pourrait s'agir du cyclone le plus long jamais enregistré par les météorologues. Il avait déjà fait 17 morts lors de son premier passage fin février. Émeric Torroignan. Des rafales de vent et des pluies torrentielles sur la ville de Quelimane au Mozambique. 2 semaines après son premier passage meurtrier, le violent cyclone Freddy fait son retour dans le pays. La nuit de samedi à dimanche, Freddy s'est une fois de plus déchaîné sur la Mozambique, faisant au moins un mort, en plus de la dizaine causée fin février. Ces vents violents, 150 km à l'heure, ont détruit déjà de nombreuses maisons, déraciné des arbres et provoqué des dizaines de déplacés. C'est chaotique. Il va falloir que je trouve un moyen de couvrir ma maison avec des plaques de zinc, que je puisse survivre. Formé au large de l'Australie, Freddy sévit dans l'océan Indien depuis 34 jours. À Madagascar, où il a également frappé 2 fois, on compte au total 17 morts. Son bilan le plus lourd est enregistré au Malawi, au moins 66 tués selon la Croix-Rouge. Le cyclone tropical Freddy a fait 66 morts, 93 blessés et 16 disparus au Malawi, touchant plus de 2115 personnes. Ce cyclone hors norme, qui a atteint le stade de tempête le 6 février, est en passe d'être classé le cyclone le plus long jamais enregistré. Dans sa progression, il décrit une trajectoire en boucle rarement recensée par les météorologues. La caractéristique aussi remarquable, c'est qu'en mer, il a retrouvé à nouveau de la chaleur, de l'humidité, également une atmosphère favorable, c'est-à-dire avec peu de cisaillement de vent, et du coup, il a pu reprendre à nouveau de l'intensité et redevenir un cyclone majeur. S'il est déjà descendu au stade de tempête tropicale, il provoque toutefois des vagues allant jusqu'à 8 mètres et de fortes pluies. Au Mozambique, à part les morts, la tempête a privé d'électricité des milliers de ménages. Au Malawi, la situation est tout autant critique. Le gouvernement du pays a dû ordonner la fermeture des écoles pour 2 jours dans une grande partie du sud. Coup de projecteur maintenant sur le Bénin où pour tenir tête au changement climatique et aux inondations, un système d'alerte précoce a été mis en place. Reportage. C'est au sud du Bénin que vit la majeure partie de la population, là où sont situées les grandes villes comme Cotonou, la capitale économique, et Porto Novo, la capitale administrative. C'est là que se déploie une vaste plaine côtière constellée d'une multitude de fleuves, dont le Niger et l'Ouémé. Des villages vivent là depuis toujours, de pêche et d'agriculture. Mais depuis quelques années, cet environnement fertile se fait de plus en plus menaçant. Tout le monde garde en tête les terribles inondations de 2010 qui avaient fait 46 morts et 680 000 sinistrés. Victime du changement climatique, le Bénin se voit confronté à des intempéries dévastatrices causées par les fortes pluies et des crues de plus en plus fréquentes, comme dans ce village d'Agégué, dans la basse vallée de l'Ouémé. Nous sommes souvent inondés sans qu'on s'y attende. Les inondations détruisent nos récoltes et tuent beaucoup d'enfants. L'école, la salle communale et les habitations ont été inondées plusieurs fois. Là, le risque pour ces populations est qu'en période de crue, l'eau monte dans les chambres, dans les maisons, tout ça là. Et il faut forcément évacuer les populations pour éviter les grandes catastrophes.
Face à de telles menaces, le chef de l'État a décidé de réagir pour prévenir ces crises et permettre une meilleure gestion des risques. Avec le projet SAP, Système d'alerte précoce, inspiré de ce qui a déjà été fait au Kenya et de l'expérience des Pays-Bas, le SAP permettra d'anticiper les risques d'inondation, mais aussi les périodes de sécheresse ou les tempêtes, grâce à un dispositif qui comporte des alertes graduelles, passant du vert pour une situation normale au rouge pour un danger imminent. Quand l'alerte est donnée, les maires doivent faire évacuer les berges et mettre les habitants à l'abri. Cette alerte rouge montre que le niveau de l'eau a monté jusqu'à ce que l'eau sorte de son lit pour commencer progressivement à rentrer dans les maisons. Et il faut que nous avertissons l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile, en tant que gestionnaire des catastrophes au Bénin, puisqu'ils ont un plan de contingence. Et ce sont eux qui prennent les dispositions. Ils savent ce qu'il faut faire sur le terrain. Les effets du changement climatique représentent un risque vital pour les riverains. Mais c'est aussi un coût. La catastrophe de 2010 avait entraîné des dommages estimés à 127 milliards de francs CFA, près de 200 millions d'euros. D'ores et déjà, le pays fait figure de pionnier, au-delà même du continent. Preuve d'une réelle volonté politique de prendre son destin en main. Le nombre de migrants morts en mer ne cesse de s'alourdir. Dernier naufrage en date, samedi dernier, au large de Madagascar. 22 migrants ont été retrouvés noyés. 47 personnes avaient pris un bateau clandestin pour rejoindre le département d'Outre-mer. Selon les autorités, la marine, la gendarmerie, les douanes, mais aussi des pêcheurs ont participé aux opérations de sauvetage. De nombreux migrants africains tentent chaque année clandestinement de rallier l'archipel français, porte d'entrée vers l'Europe. Pour vous donner une idée, en 2021, 6355 migrants et 324 passeurs ont été interpellés. En Éthiopie, après 2 ans de conflit meurtrier au Tigré et 4 mois après l'accord de paix entre le gouvernement fédéral et les autorités régionales rebelles, pour l'ONG Save the Children, il est temps à présent de reconstruire les écoles et les hôpitaux dans cette région qui manque de tout. Mathieu Nicolas. Des écoles, des hôpitaux ou des maisons. Certaines régions de Mekele, la capitale de la région du Tigré, ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Plus de 2 ans après le début de la guerre entre le TPLF et l'armée fédérale éthiopienne, le constat est sans appel, tout est à reconstruire. Les infrastructures physiques, la reconstruction des écoles et des établissements de santé, une priorité numéro 1. Mais il y a aussi les choses qui sont invisibles. Le traumatisme mental, le traumatisme des enfants et des communautés, mais aussi les professionnels qui sont là pour les enseigner ou les soigner dans les hôpitaux. À Mekele, on entrevoit une reprise de vie normale. Il y a des restaurants, des affaires, un marché et des activités commerciales. Mais 4 mois après l'accord de paix entre gouvernement fédéral et autorités régionales rebelles, les habitants vivent toujours dans le besoin. Nous n'avons pas assez de nourriture. Nous continuons à transporter de l'argent liquide dans la région pour nos opérations de base parce que le système bancaire n'a pas été complètement rétabli, certainement pas dans les zones rurales. Et encore une fois, le réapprovisionnement en médicaments est essentiel. Et pour cela aussi, plus de financement est nécessaire. Autre constat de l'ONG américaine Save the Children, au retour d'une visite de terrain en Éthiopie, l'accès à l'éducation. Depuis 3 ans, au Tigré, difficile pour les enfants d'aller à l'école. Si vous n'avez pas d'éducation, il est très difficile de soutenir un processus de paix. Nous devons remettre les enfants à l'école le plus tôt possible pour relancer le processus et nous assurer qu'ils comblent l'écart, n'est-ce pas? Et je pense que les soins de santé de base, l'éducation des enfants et le processus de réconciliation là-bas et avec tout le monde sont essentiels pour maintenir la paix. Pour consolider l'accord de paix, fragile, entre TPLF et armée fédérale au Tigré, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se rendra demain, mardi, en Éthiopie.
En Tunisie, à la demande du président Kais Saied, la tenue de la première plénière de la nouvelle Assemblée des représentants du peuple va se tenir aujourd'hui à Tunis. Je vous rappelle que cette nouvelle Assemblée, voulue par le chef d'État, autorise des changements profonds dans les prérogatives du pouvoir législatif, mais aussi des pouvoirs exécutifs et judiciaires. Ce lundi, des dizaines de journalistes, représentants de médias locaux, privés et étrangers n'ont pas été autorisés à couvrir les travaux de ce nouveau Parlement. Et on reste en Tunisie où la polémique autour des migrants déclenchée par le président Kais Saied le 21 février dernier a des conséquences directes sur les Tunisiens noirs qui se disent victimes collatérales de cette campagne anti-migrants. Et les détails avec Souilas Bey. Ils sont tunisiens à part entière, mais beaucoup sont entièrement mis à part. Depuis les propos anti-migrants du président Kais Saied contre la présence de subsahariens en Tunisie, les Tunisiens noirs subissent de plein fouet la montée d'une négrophobie déjà présente en Tunisie. Regards, insultes, agressions, ils craignent désormais pour leur sécurité. Bien sûr, nous sommes dans la crainte, nous sommes dans la peur, nous sommes effrayés comme tout le reste des gens, mais nous sommes un peu plus ciblés parce que nous sommes une population visible. Nous sommes une population visible et stigmatisée. Aujourd'hui, la crainte, c'est qu'on s'en prenne, parce que les subsahariens, étape 1, la crainte, c'est les Tunisiens noirs. Si le président tunisien a expliqué ne cibler que la présence de migrants illégaux sur son territoire, les citoyens tunisiens noirs font tout de même l'objet d'une haine ravivée ces dernières semaines. Des victimes collatérales d'une politique migratoire, selon l'anthropologue Stéphanie Pouessel, qui exclut toute visée négrophobe du président Kais Saied. Les Noirs tunisiens sont véritablement une victime collatérale du discours du président, parce que le discours du président, finalement, ne visait pas la peau noire, il visait les migrants subsahariens, le contexte migratoire, etc., les sans-papiers, l'Afrique, au sens d'une Afrique qui serait exogène. Donc ça visait pas, il n'y avait pas de mots directement liés aux Noirs tunisiens, mais évidemment qu'ils sont une victime collatérale de ce discours. Avant les propos du président, les Tunisiens noirs étaient déjà victimes de racisme dans leur pays. En octobre 2018, le Parlement tunisien a adopté une loi jugée historique, criminalisant les propos racistes, l'incitation à la haine et les discriminations. Malgré la loi, beaucoup dénoncent une inaction de la justice envers les Tunisiens qui se rendent coupables de ces actes à l'encontre de leurs concitoyens. Et je vous le disais en titre, en RDC, la venue du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est achevée dimanche à Goma. Un conseil durant lequel Nicolas de Rivière, le représentant de la France à l'ONU, a officiellement reconnu et condamné le Rwanda comme étant l'agresseur dans le conflit qui l'oppose à la RDC. Et les détails avec Émeric Torroignan. Champs et danses malgré leur situation précaire depuis la résurgence du M23 dans l'est de la RDC. Ces déplacés participent en plein air au culte du dimanche dans ce camp à Goma en attendant l'arrivée de la délégation de l'ONU. Quelques minutes plus tard, les membres de la mission onusienne à bord de 4x4 et de minibus font leur apparition dans le camp de déplacés pour la dernière étape de leur visite de 3 jours dans le pays. Objectif, toucher du doigt la réalité sur le terrain et constater l'ampleur de la crise humanitaire causée par ce conflit. La sortie de crise, en l'occurrence, elle ne peut être que politique, elle ne peut être que par la négociation. Mais dans l'urgence, il faut améliorer la sécurité, agir, utiliser la coercition quand c'est nécessaire, notamment contre les groupes, contre le M23 et contre d'autres. Cette mission intervient d'ailleurs au lendemain de l'échec d'un cessez-le-feu négocié avec la médiation de l'Angola et rompu mardi, le jour même où il devait entrer en vigueur. Cependant, pour la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, la négociation reste l'option à privilégier pour la pacification de la zone. Plusieurs démarches ont été entreprises par la communauté internationale pour une sortie rapide de crise depuis la reprise des hostilités fin 2021. Mais malgré la condamnation, les dénonciations de l'implication du Rwanda voisin, les multiples appels et accords de cessez-le-feu, rien n'a bougé. Il est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient
le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter, il faut que ça cesse. C'est très clair que les ressources naturelles dans l'est de la RDC sont pillées par les voisins dont on a parlé tout à l'heure. Les combats entre les forces congolaises et le M23 que la RDC et d'autres pays disent soutenus par le Rwanda ont jusqu'ici déplacé plus de 800 000 habitants, d'après l'ONU. Cette mission d'ambassadeur mandatée par le Conseil de sécurité des Nations Unies est retournée à Washington après avoir constaté de visu la situation précaire et déplorable des déplacés de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Les Camerounais ont renouvelé ce week-end leur Sénat, une élection qui s'est déroulée dans le calme sur l'ensemble du territoire selon les autorités du pays. Dans les régions anglophones où des risques de sabotage étaient à craindre, les populations ont déjoué tous les pronostics. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, à la satisfaction générale. Reportage de nos correspondants sur place, Mathieu Wemba et Siringijoy. Le vote s'est déroulé de manière générale dans un climat de paix et sécurité sur l'ensemble du territoire camerounais. Les 198 bureaux de vote et les 11 134 votants se sont exprimés dans le calme. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en proie aux sécessionnistes, le vote s'est déroulé sans accroc, à la satisfaction générale dans les villes de Kumba et Bamenda particulièrement. Nous sommes absolument contents, je pense, pour le nombre de personnes qui sont sorties aujourd'hui pour venir respecter nos obligations en tant que militants, en tant que conseillers municipaux, conseillers régionaux. Presque nous tous, je peux dire à 100%, sauf peut-être ceux qui sont morts, ne sont pas venus ici aujourd'hui. Vous savez que depuis que les conseils et assemblées régionales ont été mis en place, c'est la première fois que nous participons. À notre niveau, nous avons pris toutes les dispositions afin de veiller à ce que tous nos collègues, dont les conseillers régionaux, participent effectivement à cet exercice. Dans la dizaine de bureaux de vote que comptent ces deux régions anglophones, l'on a connu une affluence record malgré les inquiétudes générales. Selon les observateurs nationaux et internationaux, 3000 au total, aucun fait majeur n'a pu porter atteinte à la crédibilité du scrutin sur l'ensemble du territoire. Face à cette mobilisation populaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, les différents partis politiques en liste sont certains que leur représentativité au sein de la Chambre haute du Parlement pour cette troisième législature ne souffrira de rien. C'est pour aussi montrer la satisfaction que les conseillers municipaux, les conseillers régionaux et nous tous, on a pour notre parti, donné par notre parti à nous. Et on a, je pense, aujourd'hui montré que nous sommes derrière le parti sans condition. Depuis 2013, les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun sont en proie à des violences politico-militaires qui ont déjà fait près de 2000 morts et des milliers de déplacés. La réussite des sénatoriales 2023 en leur sein pourrait sonner comme une lueur d'espoir vers la paix retrouvée au Cameroun. La visite du président nigérien Mohamed Bazoum au Bénin, en Iran, 22 000 manifestants contre le régime de Téhéran graciés et la Russie et l'ONU qui entament une réunion sur le renouvellement de l'accord céréalier. C'est le reste de l'actualité internationale réalisée par Soules Bailly et Ahmed Chignou. Le président Mohamed Bazoum est en visite au Bénin. Ce lundi, le chef d'État du Niger sera donc accueilli par son homologue béninois, Patrice Talon, au palais de la Marina. Au menu des discussions, les questions de sécurité et d'économie. En matière de lutte contre le terrorisme, les deux pays ont signé le 11 juillet 2022 un accord de coopération militaire qui porte sur les échanges de renseignements, mais aussi d'assistance aérienne pour suivre les mouvements des djihadistes et des opérations conjointes. Le président Mohamed Bazoum ira ensuite au port autonome de Cotonou, où il visitera les infrastructures portuaires, puis la station terminale du pipeline d'export Niger-Bénin à Sémé-Craqué. En Iran, près de 22 000 manifestants opposants au pouvoir en place ont été graciés selon une annonce du chef du système judiciaire iranien ce lundi. Le guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a approuvé la grâce de dizaines de milliers de détenus, dont plusieurs personnes arrêtées lors des récentes manifestations d'opposants.
Le chef du système judiciaire iranien n'a toutefois pas précisé les périodes concernées par les grâces accordées et les détails des différentes inculpations. De nombreuses manifestations ont eu lieu en Iran depuis le meurtre de Mahsa Amini, jeune kurde iranienne âgée de 22 ans après son arrestation par la police des mœurs du pays pour port non réglementaire du voile islamique. De hauts responsables des Nations Unies et de la Russie ont entamé une réunion ce lundi à Genève afin de discuter du renouvellement de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes qui arrive à son terme le 18 mars prochain. La Russie est représentée par son vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Verchinin, et les Nations Unies par le chargé des Affaires humanitaires, Martin Griffiths. La semaine dernière, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, avait qualifié de compliquées les négociations visant à prolonger cet accord qui avait permis la reprise des exportations de céréales ukrainiennes en dépit de l'invasion du pays. L'Ukraine a réclamé la semaine dernière des efforts internationaux pour maintenir ouvertes les voies maritimes en mer Noire, utilisées pour le transport de ces céréales. L'accord vital pour l'approvisionnement alimentaire mondial a jusqu'à présent permis d'exporter plus de 24 millions de tonnes de céréales depuis les ports ukrainiens, selon l'Organisation des Nations Unies. Et ouvrons à présent notre page internationale, direction l'Ukraine et ses combats qui continuent dans la ville stratégique de Bakhmout. Malgré la résistance des soldats ukrainiens, les troupes russes gagnent du terrain et se rapprochent du centre de la ville. Les Russes essaient depuis plusieurs semaines d'encercler cette ville et ont réussi à couper plusieurs routes importantes pour le ravitaillement des soldats ukrainiens. En parallèle, l'armée russe poursuit ses attaques dans d'autres régions, notamment sur Kherson. En France, au lendemain de l'adoption du texte sur la réforme des retraites au Sénat, le texte controversé poursuit son chemin législatif. Il devrait arriver mercredi sur la table d'une commission mixte paritaire. Dernière étape avant de nouveaux votes au Sénat, puis à l'Assemblée. Mathieu Nicolas. La bataille parlementaire autour de la réforme controversée des retraites tire presque à sa fin. Samedi, le Sénat, à majorité de droite, a adopté le projet contesté par 192 voix pour et 112 contre, au terme d'un marathon législatif marqué par un record d'amendements. C'est la victoire du Sénat parce que nous avons pu voter. Le métier d'un parlementaire, le rôle du Parlement, c'est pas de discuter à l'infini. La gauche a essayé d'entraver nos débats. Elle a été mauvaise perdante. Au-delà des invectives politiques, le texte poursuit son chemin. Mercredi, il fera l'objet d'une discussion en commission parlementaire. D'un côté, 7 sénateurs et de l'autre, 7 députés. Objectif, parvenir à un compromis sur les mesures qu'Assemblée et Sénat n'ont pas votées dans les mêmes termes. Si les deux camps parviennent à un accord au sein de cette commission, le texte remanié devra être validé jeudi matin au Sénat, puis à 15h à l'Assemblée. Ce dernier vote, s'il est positif, vaudra adoption définitive par le Parlement. Mais des doutes subsistent sur la capacité de l'exécutif à rassembler autour de ce texte qui divise les Français, une majorité conséquente. Cette incertitude a fait ressurgir l'hypothèse d'un recours par le gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution. Mais l'exécutif assure que le 49.3 n'est pas une option. Je vous redis volontiers ce que la Première ministre a déjà eu l'occasion de dire, nous ne voulons pas de 49.3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des retraites et nous nous sommes donné les moyens de le faire en faisant évoluer progressivement notre projet. Je vous rappelle qu'initialement on parlait d'un départ à 65 ans, c'est aujourd'hui 64 ans. Pendant ce temps, les mouvements de colère à l'égard de cette réforme subsistent. Les perturbations continuent à la SNCF avec encore 40% de trains supprimés sur certaines lignes TGV. C'est le cas aussi dans les raffineries. À Paris ou à Nantes, la grève des éboueurs se ressent dans les rues, à tel point que des mairies demandent à leurs habitants de ne pas sortir leurs poubelles. Le président américain Joe Biden se veut rassurant, mais suffira-t-il à répondre aux craintes des Américains? Quelques jours après l'annonce de la faillite de la Silicon Valley Bank, les autorités américaines tentent de rassurer particuliers et entreprises sur la solidité du système bancaire. Dimanche, elles ont annoncé garantir l'intégralité des retraits des dépôts de SVB. Conséquence de cette nouvelle à l'international, les banques asiatiques puis européennes ont flanché. À Paris, par exemple, la Société Générale a perdu 4,49%, BNP Paribas 3,82% et le Crédit Agricole 2,48%.
Mais pourtant, selon un porte-parole de la Banque de France, les banques françaises ne sont pas exposées, même son de cloche du côté du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Je vous propose de l'écouter. Je ne vois pas de risque de contagion, donc il n'y a pas d'alerte spécifique. Nous surveillons évidemment la situation de très près, mais je le redis, il n'y a pas d'alerte spécifique. Ce qui s'est passé aux États-Unis est très singulier. C'est une banque qui était très exposée, voire exclusivement exposée au secteur de la tech, qui a eu des difficultés liées à l'augmentation des taux d'intérêt. Les épargnants de la tech ont retiré leurs placements, retiré leurs dépôts. Ça crée cet effet sur cette banque et sur une autre banque. Il n'y a pas de risque à la Lehman Brothers 2008 ? Non, la situation française est totalement différente. D'abord, nous avons des banques qui sont solides. Nous avons un système bancaire qui est solide. Je vous ai toujours dit que c'était un atout pour notre pays, je le confirme. Nous avons un ratio de liquidité qui est élevé dans les banques françaises, que nous surveillons tous les mois avec le gouverneur de la Banque de France. Nous avons des banques qui ont un secteur d'activité, des secteurs d'activité très diversifiés. Elles ne sont pas exposées à un seul secteur d'activité. Donc je le redis, il n'y a pas d'alerte spécifique sur le secteur bancaire français. Et on se quitte sur ces belles images de joie et d'émotion parce que les victoires se célèbrent aussi en famille. Je vous propose de regarder cette réaction de la mère de l'actrice Michelle Yeoh au moment où sa fille remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans la comédie Everything Everywhere at Once lors d'une soirée organisée en Malaisie, pays d'origine de l'actrice. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, ne manquez pas Laurent Leleu pour l'édition de la mi-journée. En attendant, continuez à vous informer sur Télé Sud.